Bonjour Pénard Sellec, Bonjour. vous venez d'écrire un nouveau livre, je le montre tout de suite. On va en parler tout à l'heure, bien entendu, dans quelques minutes, dans quelques instants. Mais avant, je voudrais parler de vous, si vous le voulez Mhm. bien, de parler de votre situation actuelle. Je rappelle que depuis 25 ans, il y a un acharnement judiciaire contre vous en Turquie. Vous avez eu 4 procès pour lesquels vous avez été acquitté à chaque fois. Il y en a un cinquième qui est en cours. Une audience devait se dérouler il y a quelques jours, qui a été finalement reportée. Et dans le même temps, la Turquie a délivré un mandat d'arrêt international contre vous, c'est-à-dire que la persécution continue sous deux aspects là, à l'heure actuelle. Je voudrais vous demander, si vous le voulez bien, comment d'abord vous vivez cette situation et finalement, quels sont les enjeux actuels de cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Je rappelle que vous êtes, Pénard Sellec, vous êtes française de nationalité également. Oui, peut-être d'abord je vais souligner un point très important. Moi j'ai été arrêtée en 1998, donc un peu plus que 25 ans. C'est ça? C'est ce qu'on disait, oui. Oui, et là, le début de de l'acharnement que je subis, c'était à cause de ma recherche sur la question kurde. Ça commençait comme ça. J'étais une Turque qui travaille sur la question kurde et j'avais fait une histoire orale la recherche a duré plus que 2 ans. Et j'étais en train de préparer un livre et j'ai été arrêtée et la police m'a demandé les noms de mes interlocuteurs. Et donc j'ai dit non. Et ils m'ont dit que si tu nous donnes quelques noms, après tu nous promets de ne pas publier le livre, tu nous laisses tous les livres. À l'époque, il y avait des disquettes. Vous deviez leur donner. Oui. Ils ont pris tous Ils ont pris. tous mes documents. Mais heureusement que je n'avais pas écrit les noms des personnes ou l'identité des personnes. Et ils m'ont dit que si tu ne publies pas ce livre, et si tu nous donnes les noms, ça va être un secret entre nous. Donc ça commençait comme ça. C'est très important de le souligner parce que les accusations sont venues après. Et moi, j'ai résisté malgré la torture et j'ai été emprisonnée avec une autre acte d'accusation par de complicité avec l'organisation terroriste. Donc c'était comme ça. Et 2 mois après, à la prison, alors que je ne pouvais pas bouger parce que la torture était très dure, et j'ai vu à la télévision qu'on m'accusait d'un attentat qui n'a même pas eu lieu. Voilà. Mais il y avait une très grande solidarité autour de moi, mais je peux vous dire que c'est un peu unique en Turquie. La solidarité, il existe pour tous les procès, mais mon procès c'était un peu unique parce qu'il a réuni tout le monde. Les enfants de rue, les prostituées, les personnes LGBT, les intellectuels, les universitaires, plein, les Kurdes, les Arméniens. Donc les gens qui ne se retrouvent jamais se sont retrouvés devant mes tribunaux. Mais c'est pas ça. C'est plutôt, j'avais plus que 200 avocats. Mon père il est avocat et ma soeur elle a changé son métier. Elle est devenue avocate dans ce processus. Et il y a eu une lutte juridique minutieuse. Et chaque fois que, donc, par rapport à cette histoire d'attentat, déjà, le faux témoin qui a dit que ce n'était même pas un militant, il a dit que c'est pas moi qui ai fait, la police m'a fait signer avec la force et ils m'ont dit que tu vas dire que je fais avec Pénard Sellec, mais je ne connais pas cette dame, etc. En dehors de cet aveu sur la torture, il n'y a pas d'autre chose. En plus, le tribunal a demandé aux experts d'analyser la situation qui ont dit qu'il n'y a pas une bombe. Donc, il y a 2 experts et la police au début qui avait dit qu'il n'y a pas une bombe. Il n'y a aucun fondement à l'accusation. Il n'y a pas aucun fondement. Mais donc chaque fois que les juges ont vu le dossier, ils m'ont acquitté. Donc on peut dire que même en Turquie, qu'on ne peut pas parler d'un état de droit et on sait que la violation de droit est très très forte, mais quand même ils m'ont acquitté. Quand même avancé. Oui. Mais c'est pas fini. Mais donc mon dernier acquittement c'était 2014 et après 2014 le procureur a fait l'appel comme tous les fois. Mais ils n'ont pas envoyé la cassation, parce que 4 fois c'est beaucoup, ils ont envoyé la Cour suprême, c'est la juridiction turque. Et moi j'ai demandé à mes avocats, ça va durer combien de temps leur décision, ils m'ont dit 2 ans, 1 an, etc. Donc moi j'étais acquittée en 2014. Et les années ont passé, et début de cette année
2023, pardon, en janvier, on vient d'entendre que le tribunal de Cour suprême a demandé ma prison à vie et bien me condamner tout seul, pas l'autre, parce que l'autre il est acquitté et le procureur a fait juste sur moi l'appel. Et après, il y a eu une nouvelle tribunal qui s'est ouvert, c'est 5e procès maintenant. Donc, il y a eu une délégation très, très importante qui sont allés à Istanbul en mars. Donc, ils ont reporté en septembre. Septembre de cette année. De cette année. De l'année prochaine, pardon. Non. Ils ont reporté septembre qu'on a passé. De cette année, 23. Et ils ont dit qu'ils ont demandé l'extradition à la France et notice rouge à l'Interpol pour pouvoir m'entendre. Donc, ils ont reporté parce qu'ils ne savent pas quoi faire aussi, parce qu'ils ont une obligation de suivre la décision de la Cour suprême. Ce n'est pas la cassation, c'est la Cour suprême, mais ils n'ont pas suivi depuis 2 audiences. Et ils ont dit qu'on va envoyer plus d'éléments en France et à Interpol pour qu'ils acceptent de vous délivrer. Vous livrer. Vous arrêtez. Et donc, après, ils ont reporté le procès en juin 2024. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire que l'acharnement, l'épée de Damoclès, il est toujours sur moi. Et donc, il y a plusieurs effets. Je ne veux pas parler de. Il y a cet effet épée de Damoclès dont vous parlez, et il y a le fait aussi que vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrestation qui n'est pas clair, qui n'est pas terminé à l'heure actuelle. C'est ça. Donc, je ne parle pas des effets psychologiques, etc. Donc, j'essaie de résister. Mais ce qui est important, moi, j'ai dit que depuis le début, je ne veux pas jouer dans ce mauvais film de science-fiction. Je veux tourner mes films. Donc, je vais continuer à problématiser les questions, à faire des recherches, à poser des questions, à développer des analyses, d'être vraiment dans votre travail, dans votre recherche, dans mon métier. Et j'ai continué comme ça. Et bien évidemment, je peux dire que la France, d'abord en me donnant la protection de l'asile politique, et après, quand je suis devenue française depuis 2017, mais aussi les universités m'ont accueillie de façon, en commençant par l'université de Strasbourg et maintenant l'université de Nice. Et maintenant, je suis enseignante-chercheuse, j'ai des responsabilités pédagogiques, je suis co-coordinatrice de l'Observatoire de migration dans les Alpes-Maritimes et je mène plein de recherches, je publie des articles dans des revues scientifiques et j'ai des recherches sur multisites, c'est-à-dire en Italie, en Suisse, etc. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Voilà, c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous pouvez être, quand vous êtes invité par une université italienne, est-ce que vous pouvez y aller tout simplement? Non, je ne peux pas y aller. Donc je ne peux pas quitter la France pour l'instant parce que je ne sais pas on nous a pas répondu encore. Ouais. Et surtout, je suis le responsable de l'Observatoire et entre l'Italie et la France, donc mes responsabilités concernent aussi l'Italie, mais je ne peux pas y aller parce que nous travaillons avec l'université de Gênes, de Genova, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Donc maintenant, cette décision me prive de mes libertés académiques, de mes libertés de recherche. Oui. Je vous repose la question. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, Pénard Sellec, en sécurité en France, tout simplement? Non, parce que comme je continue à agir, je continue à m'exprimer, je continue à écrire, j'ai des menaces très importantes. Et surtout par rapport à la question arménienne que j'écris beaucoup, je m'engage beaucoup. Et dans mon dernier livre, donc on va parler le chaudron militaire turc, et la maison d'édition a écrit Pénard Sellec et persiste et signe. Donc comme je persiste et signe, j'ai dit que la vie peut être courte, mais je veux bien vivre de façon belle. Et donc la peur diminue la qualité de la vie, de l'engagement. Donc j'essaie d'être vraiment libre dans la pensée, et cela a un résultat. L'extrême droite turque me menace de façon régulière et très très forte. Donc je ne peux pas me déplacer tout seul, je suis toujours accompagnée, etc. On fait une petite pause avec vous sur ces questions qui vous concernent directement. Je reparle de votre livre, Le chaudron militaire, un exemple de production de la violence
masculine, c'est un thème sur lequel vous travaillez depuis des années. Votre précédent livre en parlait également. Pourquoi, j'allais dire, le service militaire en Turquie est, selon vous, un des endroits où se crée, où se produit effectivement cette violence masculine, cette mise en place d'une mentalité masculine répressive que vous dénoncez dans tous vos livres et en dehors de vos livres. Qu'est-ce qui se passe dans cette institution-là? J'ai voulu montrer surtout comment on peut expliquer les causes géopolitiques des violences collectives ou des violences en général. On peut expliquer par des rapports sociaux, par des explications géostratégiques. Mais moi, je voulais aussi contribuer comme une sociologue et montrer comment c'est possible et quelle forme prend ces violences. Et c'est très important pour moi. Donc, j'ai essayé de montrer quel mécanisme, en général, transforme un bébé en un assassin. Et j'ai vu qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont ensemble. Donc, j'ai vu beaucoup, en concernant la Turquie par exemple, le militarisme, le nationalisme, le sexisme s'articulent, ont besoin de l'un de l'autre. Et le pouvoir étatique, le pouvoir politique, veut s'appuyer toujours sur les pouvoirs sociaux. Ils le réaniment, ils le reproduisent, etc. En permanence. Donc, ils ont besoin des pouvoirs masculins et ils ont besoin de créer des sujets de violence. Mais comment ils vont créer des sujets de violence? Avec les valeurs existantes dans les sociétés, en promettant aux hommes les pouvoirs. Ce livre, j'ai dit que un des lieux d'enfermement, comme disait Foucault, service militaire, mais on pouvait choisir d'autres choses. Mais juste dans le service militaire, il y avait c'est un espace homosocial où il n'y a que des hommes. Donc là, vous pouvez voir toutes les relations entre ces hommes, leurs relations avec le grand pénis, donc avec l'État, et qui leur apprend d'abord les hiérarchies entre les hommes. Après, ils le disent, si tu veux avoir un pouvoir, il faut que tu suis les règles, il faut que tu fais ce qu'on te dit. Et moi, j'ai fait une recherche et j'ai publié « Devenir homme en rampant », qui est traduit dans plusieurs langues et c'est publié en Turquie. C'était ma dernière recherche que je vais faire en Turquie et j'ai dû quitter après. Et après, comme dans le monde actuel, j'ai pas besoin de vous raconter, de vous décrire, mais maintenant c'est la barbarie, c'est l'horreur. On va en parler dans quelques instants. Et donc j'ai dit que maintenant, il faut que je prenne la plume, il faut que je dialogue avec cette ancienne recherche que j'avais fait, il faut que je dialogue avec d'autres chercheurs, d'autres philosophes, d'autres penseuses, et pour développer des analyses, pour pousser un peu l'analyse. Et donc, à partir du chaudron militaire turc, j'explique un peu tous ces mécanismes qui transforment un bébé en un assassin. Vous êtes sociologue, donc vous faites de l'enquête de terrain. Ça veut dire que dans vos précédents livres également, vous aviez travaillé en parlant avec des hommes, de quel que soit leur âge, origine sociale, etc. Pour celui-ci, comment est-ce que vous avez fait ? Pour celui-ci, donc j'avais publié le livre comme un choral. Donc il y avait plein d'hommes qui parlaient. Donc moi, je me suis mis. Et aussi, je veux dire que quand j'ai publié ce livre, donc j'ai fait 2 ans et demi de recherche et après j'ai publié le livre pour contribuer à la discussion en Turquie. J'étais en Turquie à l'époque, au débat dans l'espace public. Donc j'ai écrit assez rapidement le livre. Donc j'ai mis mes analyses, mais j'ai mis en avant les témoignages des hommes, et pour montrer quelque chose assez rapidement. Mais 10 ans après, quand je me suis mis devant cette chorale, j'ai commencé à dialoguer avec cette chorale et réfléchir, pousser ma réflexion. Donc c'est plus qu'une recherche de terrain, c'est plus un travail de réflexion. Et j'ai dialogué avec Hannah Arendt, avec Deleuze, avec des différents philosophes, pour comprendre aujourd'hui la France, la mondialisation, la paramilitarisation, comment les hommes s'arment partout, etc. Et cet exemple. Donc j'ai voulu un peu mettre en perspective cet exemple. Parce que c'est ça que vous apportez dans ce nouveau livre, au-delà de la situation de la Turquie à l'heure actuelle, sur laquelle vous avez déjà travaillé.
Vous dites, vous exposez ce point particulier selon lequel on dépasse bien le cadre de la Turquie et que les raisons qui font qu'on en arrive à la situation que vous décrivez sont mondiales à l'heure actuelle, comme le capitalisme est mondial. Et vous prononcez ce mot-là, c'est-à-dire que vous dites le capitalisme dans son développement exponentiel, actuel, et la cause aussi de tout ça, peut-être avec des points plus forts dans certains pays, mais sur le fond, partout. Tout à fait. Dans le premier livre, dans mon premier travail, j'ai essayé de montrer un peu l'articulation du nationalisme, militarisme et sexisme. Mais dans ma nouvelle réflexion, j'ai introduit aussi dans cette articulation le capitalisme et le renouvellement du capitalisme, ces nouveaux dispositifs. Je parle même de Amazon. Donc, comment ça se fait? Et je parle surtout de la paramilitarisation. Là, je parle des loups gris, mais c'est pas juste pour le contexte turc. Pour montrer, on peut même lire, comprendre Damas, Daesh à partir de cet exemple, mais comment la mondialisation néolibérale de l'économie a modifié les institutions et les dispositifs de pouvoir dans cette société. Donc comment l'État ne détient pas aujourd'hui la légitimité de la violence. Donc c'est pour cela que j'ai essayé de montrer, et j'ai juste ouvert des pistes d'analyse. Donc c'est un petit livre comme vous voyez, mais j'ai montré qu'il faut regarder à ce qui nous paraît très normal pour comprendre les mécanismes qui jouent dans nos sociétés actuelles. Et où ça nous paraît de plus en plus évident. On a l'impression que dans toute cette région, on va en parler quand même, que vous connaissez évidemment bien, ce Moyen-Orient, on est à l'heure actuelle très loin de la paix et de l'égalité entre hommes et femmes pour lesquelles vous militez depuis toujours. C'est là qu'on voit, à l'heure actuelle, presque exactement le contraire de ce que vous décrivez. On le voit à l'heure actuelle en Israël et à Gaza. On le voit également dans le nord du Rojava, dans le nord de la Syrie, où les territoires qui sont majoritairement occupés par les Kurdes sont bombardés à l'heure actuelle, il faut le rappeler, par l'aviation turque. On le voit évidemment en Ukraine, on le voit également dans ce qui se passe en Arménie, j'allais y venir, en Arménie et en Azerbaïdjan. On a l'impression que tout ce pourquoi vous luttez et tout ce pourquoi luttent tous ceux qui vous soutiennent d'ailleurs, on a exactement l'exemple inverse sous nos yeux à l'heure actuelle. Comment vous analysez cette situation? Vous, encore une fois, dans une région, dans une grande région que vous connaissez très bien. Je ne sais pas si on peut faire une petite comparaison, une réflexion sur la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était les perdants de la colonisation de l'époque. Maintenant, c'est les multinationaux, ce n'est pas le même type de colonisation, mais les États résistent et il y a des perdants de la mondialisation néolibérale. Et il y a des nouvelles alliances. Et il faut vraiment bien regarder à ces nouvelles alliances et dire que maintenant, il y a une nouvelle guerre de partage des terrains. Et surtout, là, il y a des nouveaux types de militaires, des armées, et de nouveaux types de dispositifs. Donc, ce que je dis dans le livre, ça se confirme aussi, tout ce qui se passe. Moi, je pense que on est face à un nouveau fascisme, comme on dit, néolibéralisme, néoconservatisme, mais un néofascisme qui vise aussi les femmes, les corps des femmes, en Afghanistan, mais aussi en France, parce que aussi il n'y a pas une grande réflexion en France sur notre passé, sur comment ça peut être normal que l'extrême droite prenne la parole comme ça, comme s'il n'y avait pas de résistance, il n'y avait pas de libération, etc. Et si on ne réfléchit pas sur cette propre question, on ne peut pas être fort pour l'autre non plus. Donc on est vraiment face à une attaque fasciste qui vise pas seulement les femmes, les homosexuels, les personnes LGBTIQ, mais aussi toutes les autres populations. Et je me dis, ça, c'est pas juste les deux populations qui étaient génocidées dans la Première Guerre mondiale, dans le XXe siècle, les Arméniens et les Juifs. Et les Juifs, oui.
Ils sont en train d'être massacrés. Et les Kurdes, dans tout ça, c'était massacré aussi. Et maintenant, ils sont visés. Et vraiment, il faut faire quelque chose. C'est pas trop tard encore. Il faut faire quelque chose. Mais si vous avez remarqué, je vais juste vous lire la dernière phrase de mon livre. En général, je finis toujours mes livres avec un espoir. Tous mes livres sont comme ça. Je lis le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté, mais je fais l'optimisme de la volonté à la fin. Mais là, je dis, car le mal enraciné n'est pas un rhume, on ne peut pas le soigner avec un peu de miel et de citron. Donc c'est comme ça. Et on n'est pas dans une période facile. Une question que je voulais vous poser aussi, est-ce que vous pensez que le retour de la politique des blocs, des grandes puissances, est tout à fait favorable à cette situation qu'on est en train de décrire là? Est-ce que c'est pas là qu'est le problème finalement, de laisser le monde sous la domination finalement hébété, de ces grands blocs, de ces grandes puissances, dont on a l'impression qu'ils sont les seuls à parler, le citoyen n'a pas le droit à la parole aujourd'hui. Est-ce que c'est pas là une des raisons qui fait qu'on se trouve dans une situation accélérée, aggravée à l'heure actuelle, dans certains points particuliers de la planète? Parce que oui, tout à fait. Parce que aussi les outils de pouvoir sont beaucoup développés et ils sont plus efficaces. Et la mondialisation néolibérale de l'économie fait ça. Il y a une centralisation énorme de l'économie, de l'argent, du capital. Et cette centralisation amplifie ou renforce les écarts existants entre les régions, entre les populations, etc. Et comme l'État il s'est retiré de tous les droits sociaux, etc., les opprimés deviennent de plus en plus fragiles. Donc la mobilité devient la seule façon de survie. Et donc, mais aussi, il y a une nouvelle classe multinationale, donc c'est pas la France, la bourgeoisie française qui colonise tel pays, mais c'est plutôt on est face à une centralisation au niveau mondial de l'économie, mais aussi de leur pouvoir politique et militaire aussi. Donc, quelquefois, on se demande est-ce que la mondialisation veut dire en même temps que les individus, les acteurs sociaux, les populations ont très peu de marge de manœuvre. Mais en même temps, moi je fais des recherches sur l'immigration et je lis et je vois qu'il se passe beaucoup de choses dans l'invisibilité. Des nouvelles formes de résistance, on pourrait dire. Des nouvelles formes de résistance et de structuration des nouvelles relations sociales. Et surtout, quand on est dans la mobilité, on crée beaucoup de choses. Il y a une autre mondialisation par le bas. Et il y a d'autres cultures qui se développent. Mais il ne faut pas oublier que malgré ça, il y a beaucoup de différences entre le rapport de force, c'est très, très important. Donc tout peut exploser ou peut-être avec le temps, il peut y avoir des avancements. Moi, j'ai décidé, comme mon dernier roman, Azucena ou les fourmis zanzines, donc je parle des fourmis zanzines, donc j'essaie de répondre à votre question dans mon dernier roman. Et je pense que nous devons juste penser qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, comment je peux avancer et ouvrir des galeries qui peuvent se retourner. Précisément, on se trouve ici au cœur du Conseil de l'Europe. C'est le Conseil de l'Europe qui nous accueille, on les en remercie bien entendu. Est-ce qu'une institution comme celle-ci en France, ici à Strasbourg, vous semble importante à l'heure actuelle ? Alors, comme je vous ai dit, tout est important. Il ne faut pas attendre beaucoup de choses, il ne faut pas attendre des choses très rapides, mais il faut toujours s'aimer. Et la visibilité et la continuité du discours est importante. Moi, je vais vous donner juste un petit exemple. J'ai travaillé depuis 2-3 ans sur la diaspora arménienne et comment la diaspora arménienne, quand elle était déterritorialisée, quand il n'y avait aucun pays qui soutenait, etc., comment ils ont vraiment créé
leur communauté et au travers des revendications politiques, reconnaissance, etc. Et quand j'ai parlé avec plein de personnes de diaspora arménienne, ils me racontaient, on parlait d'abord avec les élus locaux, après on parlait avec TAR, etc. Il n'y a pas des résultats très rapides. Mais aujourd'hui, quand même, malgré tout, cette question est devenue dans l'agenda politique de l'espace politique international. Voilà. Justement, le Conseil de l'Europe où nous nous trouvons, on vient de décerner le prix Václav Havel des droits de l'homme à Osman Kavala, évidemment que vous connaissez, qui est en prison en Turquie et qui a été condamné à perpétuité, rappelons-le, en Turquie. Alors voilà une petite chose, on pourrait dire, mais est-ce que c'est important à l'heure actuelle pour Osman Kavala d'abord, mais peut-être pour les autres prisonniers politiques? On pense à Selahattin Demirtas, on pense aussi à Öcalan d'une certaine manière. Est-ce que c'est important qu'une décision comme ça, de remise de ce prix Václav Havel, soit attribuée à Osman Kavala, un des prisonniers célèbres, j'allais dire, en Turquie aujourd'hui? C'est très important, mais quand même, ça ne récompense pas, c'est pas une bombe sur la terrible blessure, parce que ma différence avec tous ces amis, elles sont en prison, moi je suis dehors. C'est pour cela que je suis dangereuse aussi, parce que je continue toutes mes activités et je parlais. Mais donc ça c'est très important, mais je crois que le Conseil de l'Europe ou ces institutions européennes peuvent faire plus que des prix ou des déclarations, etc. Il faut un peu, je crois, réfléchir à pousser des limites pour que les populations aient la confiance à ces institutions démocratiques. Vous pouvez, vous, attendre quelque chose du gouvernement français, tout simplement, aujourd'hui? Vous ne souhaitez pas en parler? Le gouvernement français, ou pas seulement le gouvernement français, mais les institutions françaises, depuis mon arrivée, vraiment, j'ai été très bien accueillie parce que j'étais déjà en lien avec les universités. J'ai une protection fonctionnelle. La ministre, Madame la ministre des Affaires étrangères a déclaré que je serais dans la protection de la France jusqu'au bout. Donc, elles ont mis sur leur site et après, elles ont ouvertement exprimé que le mandat d'arrêt international entrave mon travail. Donc, je pense que la France, pour me créer une liberté d'expression et de vie, fait tout ce qu'elle peut. Mais juste, moi, je me dis, moi, je suis une citoyenne française maintenant, qu'elle peut jouer plus de rôle dans l'Europe. Surtout quand la ministre elle a dit que ce procès qui dure depuis 25 ans et le mandat d'arrêt international entrave le travail de Pınar Selek. Donc je veux bien qu'elle joue un rôle au niveau d'autres pays européens pour ma liberté de circulation et de recherche. Dernière question peut-être, Pınar Selek. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes soutenu, on le sait, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vous, tout simplement? Moi, je veux bien, surtout pour le procès qui va venir, en juin 2024. Oui, comme il y a plein de dates comme ça. Et j'imagine une délégation internationale, au moins 500 personnes. La solidarité qui se rendrait à Istanbul pour participer à mon procès. C'est très important. Ça joue chaque fois parce que comme il y a une très grande solidarité, ils ne peuvent pas me condamner encore. Donc c'est très important cette solidarité internationale et la visibilité. Est-ce qu'il y a une chose autre qui est très importante à l'heure actuelle sur laquelle vous voudriez mettre le doigt, insister? Oui, parce que aujourd'hui, une grande partie des prisonnières politiques en Turquie sont des femmes. Et la plupart sont des femmes kurdes. Sont des anciens députés, anciennes mairesses. Et ce sont des otages parce que cette libération des femmes, et surtout libération des femmes kurdes, a beaucoup dérangé le régime. Et elles sont depuis des années en prison. On n'entend pas de elles. Donc je veux bien que celles ou ceux qui suivent votre programme, ceux qui nous écoutent, je veux bien qu'ils essayent de se renseigner plus sur ces personnes, essayer de communiquer avec elles, même si en prison, communiquer avec leur famille et faire quelque chose aussi pour toutes ces femmes en prison.
Merci beaucoup. Merci Selek. beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien complet. Et puis, on continue bien sûr à vous suivre et à être avec vous. Merci. Merci à vous. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au Merci. revoir. Merci.